de chamotte et d'argile et compagnie. Donc, quand ça rebondit, ça crée l'aspect de surface. Donc, vous pouvez voir, vos yeux sont prévus pour voir à travers le photon. Vous avez des yeux qui voient parce que le photon existe. Donc, en fait, par contre, une partie des photons rentre dans la brique et rentre dans les particules, dans les molécules de la brique. Et en fait, en rentrant dedans, par contre, ils ont un petit problème. C'est qu'ils ne peuvent pas rester indéfiniment dedans. Le problème, c'est que au niveau atomique, le petit photon, à un moment donné, il a envie de repartir. Et quand il repart, il crée de la chaleur. En fait, comme le photon ne peut pas rester emprisonné, il ne peut pas rester bloqué dans la brique, à un moment donné, bon, bah, tac, il est relibéré. Il n'est pas relibéré, pour de vrai, il y a une sorte de création, enfin bon, c'est de la physique basique, hein. Les frères Bogdanov ou n'importe quel scientifique vous l'expliquera, mais en fait, ça crée de la chaleur. Et c'est pour ça que notre monde et le Soleil supportent, on va dire, un effet de surchaleur. Le réchauffement climatique n'est dû qu'à une seule chose, la barrière de photons, qui chauffe le Soleil qui chauffe la Terre. Toutes les autres perspectives absolument pas scientifiques, de débiles profonds qui vous disent que c'est parce que les arbres c'est parce que c'est parce que ça. Oui, l'être humain doit participer avec ses petites voitures et toutes ces conneries, il doit participer à une quote-part infime du réchauffement. On appelle ça une quote-part infime. Si vous vous demandez qu'est-ce qui peut réchauffer les planètes de notre système solaire, comme je l'avais déjà dit, le Soleil, parce qu'en fait, Mars, Vénus, Saturne, Jupiter se sont toutes réchauffées de 3 ou 4 degrés déjà. Comment font-elles, puisqu'il n'y a pas d'idiots en voiture et de chauffage au bois ou quoi que ce soit? Bah, elles font parce que, comme justement il n'y a pas d'atmosphère à base d'eau, puisque la Terre c'est le concept, l'atmosphère à base d'eau, à base d'oxygène, à base de, en fait, bon, le CO2 aurait tendance à faire chauffer, mais en fait on a de l'oxygène qui est froid et on a de l'eau, des glaces et des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, le photon bombarde, mais notre atmosphère, nos océans, ne cessent de compenser et en fait ne cessent de réagir en opposition pour préserver la vie. De ce fait, notre planète se réchauffe 10 fois moins vite que les planètes du système solaire, qui se sont déjà réchauffées. Et ça, ce sont des indications scientifiques qui datent de plus de 20 ans. Donc en fait, bon, évidemment, on vit dans un petit monde de mensonges, mais bon, ça, on ne va pas le répéter tout le temps. Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous n'avez pas suivi mes vidéos. Mais l'idée, c'est que le photon bombarde la matière. C'est pour ça que les sols se dessèchent très vite. Hein, moi, je fais pousser des petits légumes. En fait, l'assèchement du sol, il est hyper rapide. Les paysans s'en sont rendus compte. Sur une vie d'agriculteur, le gars, il se dit, mince, c'est bizarre, maintenant, à chaque fois qu'il fait un peu soleil, paf, mon sol, il s'assèche à une vitesse phénoménale. Bah oui, parce que le photon frappe, rentre dans le sol, chauffe le sol, et en fait, en chauffant le sol, ça évapore 2 fois plus vite l'humidité. Et il faut bien préciser que la planète Terre est conçue pour, on va dire, faire face à ce genre d'éventualité, les petits cacas nerveux du Soleil. Hein. Donc un Soleil peut avoir des petits cacas nerveux par rapport à la barrière de photons, là c'est le cas, mais un Soleil aussi peut rencontrer une grosse comète, avoir un cycle où il n'est pas content, même quand il se trouve là, hein, il peut dire oh je suis pas content, parce qu'il est un peu plus près, un peu plus loin de quelque chose. Il va rentrer dans un nuage, par exemple, de particules particulières, ça va le chauffer. Donc la source a prévu que les planètes dites vivantes, en fait, aient un système, en fait, tout simplement d'autorégulation. L'autorégulation passe directement par l'eau, la vapeur, les nuages. Pourquoi en ce moment y a-t-il plus de pluie? Parce qu'il fait plus chaud. Plus il fait chaud, plus vous avez de fonte des glaces et vous avez d'eau en circulation dans le système. Qu'est-ce qui se passe? L'eau fait des nuages, les nuages font des orages, recréent de l'eau, le système de l'eau tourne. Simplement, comme on fait fondre des glaces, on a beaucoup plus d'eau dans la machine à laver des nuages. Et en fait, à quoi on assiste? D'abord une purification de l'atmosphère par le phénomène des pluies et de l'évaporation, ce qui permet aux humains de polluer et que ça se voit un peu moins, puisqu'en fait, l'eau nettoie les conneries des humains. Mais aussi, il y a le principe que ça refroidit l'atmosphère. Plus vous avez de nuages dans le ciel, plus
le soleil tape sur les nuages, crée des orages et en fait rafraîchit l'atmosphère. Il faut savoir qu'il y a longtemps, alors longtemps sur l'échelle de la galaxie, ça doit être longtemps, ouais, c'était il y a combien? Ouais, c'était... Ouais, il y a quand même pas mal de temps, il y a plusieurs tours, je dirais, parce que c'était à une époque où les amas débarquaient. Il faut savoir que la planète Terre, ouais, c'était il y a... Ouais, c'était au tout départ, quand la planète... ouais, c'était l'Obsan, et je ne sais plus quand est-ce qu'il disait que c'était, il faudrait qu'on vérifie. Donc, bon, il y a très longtemps, la planète Terre, en fait, était plus près du Soleil, mais vraiment plus près. De ce fait, il n'y avait pas de pôle et pas de glace. Enfin, pas de pôle, il y en avait, les pôles magnétiques existaient, mais il n'y avait pas de glace au pôle. L'humanité, il y avait déjà des hominidés, les jardiniers de la Terre avaient créé des hominidés, ils vivaient sur ce monde tranquillement, mais en fait, l'ensemble de la planète était tropical, et il y avait une couche de 8 km de nuages. En fait, autour de la Terre, il y avait des nuages, de la vapeur. Pourquoi? Parce que comme on était légèrement plus près du Soleil, il faisait trop chaud, mais l'eau compensait le phénomène en créant un système tropical, un système sous une protection de nuages, de façon à ce que le vivant puisse exister dans cette planète. C'était une période où il y avait des grandes fougères arborescentes, une végétation dantesque, et quand vous étiez vers les pôles, il faisait encore bien tiède. Tiède, on va dire humide, frais, 25 degrés, quoi. C'était sympa. Mais l'ensemble de la planète était tropical, puisqu'on avait une couche énorme de nuages, et l'humanité pouvait, en fait, les petits bouts d'humanité, à cette époque-là, il y avait un nombre très limité d'humains, puisque les amas, en fait, n'avaient pas encore vraiment fait de grands projets. Donc, bon, il y avait des petits êtres humains là qui grouillaient un peu sur Terre. Il y en avait peu, quelques millions, mais pas plus. Et en fait, à cette époque-là, bon, il y avait plus de soufre dans l'atmosphère, il y avait beaucoup plus d'humidité, mais en fait, c'était respirable, quoique très moite. Hein, nous, on s'y sentirait pas au top. Il faudrait un système de sudation différent, de refroidissement du sang différent. Donc, il fallait être adapté à cette période-là. Et en fait, véritablement, notre planète, à l'heure actuelle, subit à moindre échelle, je précise bien, à moindre échelle, le même rééquilibrage. C'est-à-dire que comme là, on ne se rapproche pas du Soleil en constant, mais simplement le Soleil effectue une modification par rapport à la barrière de photons, il faut savoir que à l'heure actuelle, quand on va rentrer dans la barrière de photons, on va faire péter quasiment tous les gros volcans du monde, et théoriquement, on va assister du coup à un nuage de particules qui va normalement refroidir l'atmosphère. L'humanité aurait dû finir dans un hiver, comme je l'avais dit précédemment, mais finalement, en fait, moi je m'étais fié à peu près à ce que racontaient, on va dire, les Vikings, Fibule verte, le grand hiver, mais Fibule verte, en fait, concernait vraiment toute l'histoire des Vikings. Je ne sais plus comment ils appellent ça, ouais, je ne sais plus le terme. Donc, les aventures des dieux vikings, en fait, concernent l'Atlantide, et véritablement, ça n'aura pas lieu, c'est-à-dire il n'y aura pas Fibule verte. Fibule verte a eu lieu à échelle. Le grand hiver a eu lieu, nous on l'a déjà remarqué plusieurs fois dans les terres, il y a eu un grand hiver après la chute de l'Atlantide, et ça a duré un certain temps, et c'est là que soi-disant tous les dieux sont morts, patati patata. Donc, et le principe quand on dit que Férir absorbe la lune, c'est parce qu'en fait Férir c'est le mal, le loup, c'est en fait si on veut faire, si on veut le nommer, c'est plutôt Anubis, qui en fait fait tomber, Anubis et Isis, qui font tomber la lune de cristal, Tiamat. C'est pour ça que dans les divinités égyptiennes, on va dire, on a les mauvais Égyptiens, ils sont représentés chez les Vikings comme Férir, le loup, ils mangent la lune. Et en fait, effectivement, l'une des deux lunes de la Terre a non pas été mangée, mais détruite, tombée au sol, et ça a donné en fait là l'histoire des dieux vikings. Ils relatent la fin de l'Atlantide et ils relatent la chute de la lune de cristal. Et le grand hiver vient après, et pendant quelques centaines d'années, la Terre a été dans un grand hiver,
parce qu'il n'y avait pas le soleil pour la réchauffer vraiment, ça a fait des éruptions volcaniques, des choses comme ça a créé un grand hiver. À l'opposition, à l'heure actuelle, quand la Terre rencontrera la barrière de photons, le soleil va nous faire un truc indescriptible, parce que là, on ne parle pas du tout d'éruption solaire, on parle de cataclysme solaire, donc bon, tout le monde va faire dodo dans un premier temps, mais véritablement, ce qui va permettre d'équilibrer les pertes, entre guillemets, et d'équilibrer les problématiques, c'est que pendant que les volcans vont balancer une quantité phénoménale de cendres, le soleil, lui, il sera en suractivité et on sera dans la barrière de photons. Donc lui, le soleil, ça va être une vraie machine à produire on va dire, du photon. Il va commencer sa modification, puisque le soleil va lui-même se modifier biologiquement, si on veut. Sa réaction en tant que soleil va se modifier pour devenir beaucoup plus parfaite. Et en fait, lui, il va chauffer d'un côté, les cendres vont refroidir de l'autre, et ça va s'équilibrer. Bon, il fera nettement plus chaud pendant ces 8 années, mais ça sera gérable parce que l'humidité de la planète va en fait produire des écrans de protection, et on aura un temps extrêmement, une machine à laver climatique extrêmement vive. Et de ce fait, en fait, il pleuvra, il fera chaud, il pleuvra, il fera chaud, et du coup, les cendres volcaniques vont être rabattues au sol très rapidement, et on va dire, très rapidement, la planète Terre va retrouver une certaine viabilité, de façon à ce que l'humanité puisse continuer de faire ce qu'elle a à faire, enfin, ce qu'il en restera, on va dire. Je reviendrai plus précisément sur le sujet, là je vous parle juste du côté planétaire. La machine à laver que les nuages, l'eau, le cycle naturel des nuages et de l'eau va faire, c'est qu'elle va emprisonner les cendres, les faire retomber, emprisonner les cendres, les faire retomber. Plus il fera chaud, plus il y aura d'eau, plus il y aura d'eau, plus il y aura de nuages, plus il y aura de nuages, plus il y aura de pluie. Ça va être un petit peu pleu, mais ça va permettre que la température reste un cran au-dessus. Et en même temps, équilibré, parce qu'en fait, les nuages vont faire en sorte que le soleil ne chauffe pas trop. Donc, on va se retrouver, la première année, on va se retrouver effectivement sur un grand chambardement, avec des cendres volcaniques, des choses comme ça, mais au bout d'un an et demi, la plupart des cendres auront été évacuées et on sera sous une protection nuageuse permanente. Donc voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'en fait, le sujet n'était pas le concept que je vous étale là, la fin des temps, entre guillemets, qui est le début d'un nouveau temps, surtout, c'est un autre sujet, et puis il faut qu'on complète par quelques petites choses. Je vous ferai peut-être des petits dessins, on verra bien. Mais donc, véritablement, pour l'instant, c'était juste l'univers, comment il est foutu, et on va dire les temporalités et les formes. Donc, voilà. Alors, je précise que là, on parle de tout ce qui est créé, hein. On est sur l'univers créé, et tout provient de l'incréé, n'est-ce pas? Et donc, en fait, voilà, c'est juste pour dire les ordres de temps dans lesquels notre petit monde, qui est là, et qui est né là, en fait, dans quel ordre de temps nous nous trouvons, et dans quel ordre de taille. Parce qu'en fait, l'humanité s'imagine vivre dans quelque chose de tout petit. Il faut quand même savoir que les scientifiques, à un moment donné, ils ont fait un univers plat. Ils pensaient que l'univers était à droite, il était à gauche, devant, derrière, mais ils n'avaient pas trop mis d'épaisseur. Comment des pseudo-scientifiques peuvent-ils penser en 2 dimensions? Il faut vraiment qu'ils aient des petits dédés dans le cerveau. Donc en fait, l'univers et le multivers sont des concepts bêtement basiques. Et en fait, ils sont en 3 dimensions, hein, parce que ce sont les univers signifiés, et sont eux-mêmes englobés dans les dimensions supérieures, qui sont toujours de plus en plus vastes. Donc en fait, c'est le concept des babas, tout est l'un dans l'autre. Et plus vous agrandissez, plus vous passez dans d'autres univers, plus subtils. Mais le 3e est inclus dans le 4e, qui est inclus dans le 5e, qui est inclus dans le 6e, en termes de dimension vibratoire. Et en fait, voilà, c'est pour ça que c'est toujours plus grand après. Mais en 3D, moi quand je nettoie le multivers,
quand je nettoie le multivers, je me trouve en dehors du multivers physique, puisque moi je suis présent dans l'éther, donc je ne suis pas en 3D, ce qui me permet d'observer l'effet 3D. Je suis en dehors et j'observe de plus haut. C'est uniquement ceux qui peuvent aller plus haut qui peuvent observer ce genre de phénomène. Voilà. Donc, oui. Au niveau de la création, ouais, le temps. Ici, il s'agit de temps factuel. C'est le temps réel écoulé. Euh, les notions de temps sont réelles en 3D. J'avais expliqué que le temps n'existait pas. Effectivement, il n'existe pas tant que vous n'êtes pas en 3D. Tant que vous êtes en 3D, le temps passe basiquement, normalement. Un jour, je reviendrai peut-être sur le temps, mais bon, oui, dans les nouvelles vidéos, j'en ai pas fait là-dessus. Donc, bon, voilà. Bon, on va rester là-dessus parce que sinon, si on en rajoute trop, ça va pas être clair. Allez, on va prendre la petite télécommande. Alors, portez-vous bien. Et si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, j'en reparlerai certainement à un moment donné ou à un autre. Mais bon, c'est juste des données, on va dire, larges de comment c'est fait, quelle taille ça a. Je reviendrai sur les amas, je reviendrai sur oui, les amas, on pourra revenir sur le temps, des petites choses comme ça, du moment que c'est instructif, parce que bon, si c'est juste pour parler, ça sert à rien, quoi. Hein. Allez, salut!